Je vous fais aujourd'hui une capsule sur Macron, le macronisme et les élections législatives, puisque j'ai fait des capsules 2, je pense, sur le programme du Rassemblement National. J'en ai fait sur le programme du Front Populaire, et certains m'ont dit « Ah bon, alors, en fait, vous êtes pour Macron ?» Selon le bon raisonnement simpliste que nous connaissons de nos jours, qui est « On doit être forcément pour quelque chose et contre quelque chose d'autre. » Et donc, quand on dit « je ne suis pas d'accord avec tel truc », ça veut dire qu'on est forcément d'accord avec son contraire, ou que voilà, le monde est binaire et manichéen. Tout ça, cette espèce de paresse de la pensée qui consiste à réduire tout à pour et contre, c'est l'un des visages de l'avachissement contemporain. Je rappelle, j'en profite, ce livre que je sors, il est en prévente sur le site Culture et Racines, c'est le traité pour le monde d'après. C'est une espèce de manifeste, de long manifeste, parce que le livre est un peu épais, libertarien, sur comment repenser une société organisée autour de l'ordre spontané, une société horizontale et non plus verticale. Et donc, je parle de l'avachissement, sortir de l'avachissement par le retour à l'ordre spontané. Culture et Racines, quelqu'un m'a dit « Ah, je vous déteste, vous faites du conflit d'intérêts, vous parlez de votre livre au début de votre vidéo, vous auriez dû en parler à la fin. » Et en fait, je vais vous dire, je n'ai absolument aucun problème à dire que j'écris des livres et à les présenter aux lecteurs potentiels pour qu'ils les lisent. Et je ne comprends pas la théorie selon laquelle il faudrait cacher les livres qu'on vend dans les vidéos, les livres qu'on publie d'ailleurs, dans des vidéos qui parlent des sujets abordés par le livre. Voilà, je vendrais un bouquin sur la culture de je sais pas quoi, sur la culture du lilas, je comprendrais qu'on me dise mais quel est le rapport avec la choucroute. Je vous proposerais des contrats de banque, vous me diriez mais quel est le rapport avec votre capsule. Mais là, le livre est au cœur de la capsule, il faut arrêter les délires et il faut arrêter de donner des leçons de morale aux gens, à toujours trouver qu'ils ne sont pas assez purs, je le redis. Moi je suis passablement agacé de voir depuis 4 ans maintenant, ça fait 4 ans qu'il y a eu le Covid, je suis agacé de voir que depuis 4 ans, il y a des gens derrière leur écran qui n'ont absolument rien fait à part dire aux gens « vous n'êtes pas assez honnête, vous n'osez pas dire ceci, vous êtes un voyou, et je vous donne des leçons de morale et de vertu. Bon, mais moi, comptez sur moi pour rien. Je ne donne pas mon nom, je ne vais pas voter, je ne m'engage pas, je donne juste des notes aux autres. » C'est insupportable, il faut arrêter cette mentalité d'avachi qui consiste à se donner des airs d'importance. Je suis quelqu'un de bien en expliquant à la terre entière que c'est des lâches, des menteurs, des voyous, etc. Mais surtout, j'épicine dès qu'il s'agit de bosser. Ah, pour la collectivité, j'entends. Bon. Et là aussi, je le redis, là je sors des processus des élections. Vous savez que je me présente dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis sous l'étiquette Alliance Centriste. Quand même, quand on dit aux gens, attends, toi tu m'as donné des grandes leçons, là. Tu veux être candidat ? Ah oui mais non, mais je veux pas mon visage sur une affiche. Ah oui mais non, mais je veux pas. Moi je veux m'engager chez les gens purs. Oui, enfin tu veux rester planqué quoi. Voilà, tu nous donnes des leçons à tous, mais tu veux rester planqué. C'est agaçant cet esprit avachi de notre époque, et je le dis aux commentateurs innombrables qui s'inspirent de cette espèce de haine ordinaire. Perdez pas votre temps, vous êtes grotesque. Voilà. Mais tous les lecteurs ne sont pas comme ça, je le redis, que sur une vidéo qui fait 10 000 vues, il y a en moyenne 1000 commentaires, un peu moins, peut-être 500, et sur les 500 commentaires, il y a 250 zinzins, voilà, ou 250 petites frappes qui viennent vous dire « vous êtes un menteur, vous dites n'importe quoi, vous êtes macroniste, vous n'osez pas dire ci, vous trahissez cela, et toi tu fais quoi de ta vie? Rien. » Donc ça reste marginal, ça reste 2,5%, hein, mais je réponds à cela. Il reste 97,5% de gens cohérents, et je les respecte, et je ne voudrais surtout pas donner le sentiment à ces 97,5% de gens que je les mets dans le même panier que les autres. Je parle du macronisme non parce que, effectivement, je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai re-redit dans les différentes vidéos précédentes, entre le Rassemblement National, le Front Populaire et le macronisme, ce qu'on appelle Renaissance, il y a une vision commune du monde, qui est celle de la verticalité de la société,
et de la nécessité de la dépense publique pour organiser la société. Donc autant chez Bardella que chez le Front populaire, on ne sait pas quelle est la figure emblématique du Front populaire aujourd'hui, que chez Macron, il y a cette conviction qu'une société doit être organisée par le haut, qu'il faut des politiques publiques pour organiser la société, pour la moderniser, pour la rendre plus juste, pour la rendre plus égalitaire, pour la rendre plus ceci, plus cela. Et que ces politiques publiques consistent toutes à dépenser l'argent du contribuable pour réorganiser la société. C'est le point commun de cette verticalité de la société entre ces trois partis qui font que d'une certaine façon, l'offre politique qui nous est faite pour les élections législatives, mais c'est pas nouveau en soi, ça fait des années que les partis verticalistes, si j'ose dire, ont pris le pouvoir et ont éliminé toute forme de concurrence. Ça fait des années que les partis verticalistes nous disent, quel que soit le parti que vous aurez au pouvoir, vous aurez bien une espèce d'élite politique qui va décider, et cette élite politique, elle a l'ambition d'organiser la société mieux qu'elle n'est organisée. Alors, au Rassemblement national, c'est on n'en fait pas assez pour les Français, on en fait trop pour les immigrés. Au Front populaire, c'est à la limite l'inverse. Et chez Macron, c'est non, mais il faut le progrès, les valeurs morales, la GPA, les machins, les trucs. Et puis, il faut, au fond, que les copains du pouvoir gagnent du pognon en faisant des affaires. Voilà, et en profitant de normes, de législation, de réglementation qui vont leur permettre de faire des affaires. Dans tous les cas, dans les trois cas, il y a bien l'idée que l'ordre de la société, il est déterminé par le haut et que l'État est l'instrument nécessaire pour organiser la société. Et moi, je crois que aucun de ces modèles ne fonctionne. Je crois que ces modèles nous emmènent par nature à la ruine, à l'échec, au déclin. Et je pense que ce qui fait que la France peut se relever, ce n'est certainement pas le fait que des gens d'en haut disent « élisez-moi pour que je vous réorganise et pour que ça marche mieux ». Je pense que ce qui fait que la société française peut se relever, c'est qu'on la laisse s'exprimer, exprimer son talent, exprimer son instinct vital. Et donc quand je vois des choses, on va prendre l'exemple dans le programme de Macron, qui moi me semble totalement ahurissante. Dans ces choses totalement ahurissantes, il y a notamment l'idée qu'on va faire la réforme de l'assurance chômage pour mettre tout le monde au boulot. Et cette réforme de l'assurance chômage est une aberration en cascade. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors il faut le dire, l'aberration de la réforme de l'assurance chômage qui est proposée par Gabriel Attal, décidée d'ailleurs par décret, elle est le produit d'une étatisation d'une activité qui n'aurait jamais dû être étatisée. Initialement, l'assurance chômage, ça a été créé aux frais des employeurs pour indemniser les salariés qui se retrouvaient au chômage et les indemniser selon certaines règles qui étaient définies par une négociation entre les patrons, les représentants des patrons et les représentants des salariés. C'était les fameuses conventions UNEDIC de l'époque, de quand on était petit, qui étaient négociées tous les 3 ans par les partenaires sociaux, et ça donnait lieu à un accord national, interprofessionnel, pour définir les règles du jeu de l'assurance chômage. Et c'était aux partenaires sociaux d'organiser leur gestion pour faire en sorte qu'elle soit équilibrée et qu'elle gagne de l'argent. Alors là aussi, on a multiplié les bêtises, c'est-à-dire qu'au terme du traité de Maastricht, cette assurance chômage monopolistique en France, pour garder son monopole, pour ne pas être mise en concurrence, elle a fait l'objet donc d'une loi de généralisation dans la pratique, qui fait qu'elle est passée dans les comptes publics, puisque dans le traité de Maastricht de 92, alors on le redit, là aussi j'entends régulièrement des gens dire avec aigreur mais le traité de Maastricht n'a jamais été approuvé par les peuples français. Ben, si, il y a eu un référendum sous Mitterrand sur le traité de Maastricht et le oui l'a emporté. Vous confondez avec le traité constitutionnel qui a fait l'objet d'un référendum où le non l'a emporté 10 ans plus tard. Mais en 1994,
il y a eu un référendum sur le traité de Maastricht et les Français, par référendum, ont approuvé le traité de Maastricht. Donc maintenant, on peut dire le traité de Maastricht, c'est pas bien, mais il a été approuvé démocratiquement. Et dans ce traité de Maastricht, il y a une disposition qui dit que les monopoles publics, au nom de la solidarité, ne peuvent s'exercer que s'ils sont reconnus par la loi comme étant monopolistiques, solidaires, et dans ce cas-là, ils entrent dans les comptes publics. Donc si on ne veut pas qu'un certain nombre d'opérations de déficit, par exemple celui de l'assurance chômage, entrent dans les comptes publics et pèsent sur le respect des critères de convergence du traité de Maastricht, par exemple, ne pas dépasser 80%, la dette publique ne devait pas dépasser 60% du PIB. Si on veut que le déficit de l'assurance chômage n'entre pas dans ce calcul, eh bien, il faut accepter d'ouvrir l'assurance chômage à la concurrence. Ce qui était un faible risque. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques de cette affaire, qui pourrait être longuement discutée, ce n'est pas l'objet. Mais dans cette affaire, on a donc fait le choix d'interdire toute forme de concurrence à l'assurance chômage et de garder le monopole des partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Dans la pratique, si on avait fait le choix inverse, c'est-à-dire de dire on ouvre à la concurrence, il y a très peu de chances que des candidats à la concurrence se soient déclarés pour une raison structurelle. C'est que l'assurance chômage, ce n'est pas une vraie assurance. Pour qu'il y ait assurance, il faut que le risque soit aléatoire. C'est-à-dire, je m'assure contre l'accident de voiture. Un accident peut survenir à tout moment. Il n'y a pas de raison particulière qu'il y ait un accident un jour plutôt que l'autre. Dans l'assurance chômage, c'est un peu différent parce qu'il y a des périodes où le chômage monte et des périodes où le chômage baisse. C'est ce qu'on appelle la covariance en mathématiques. Donc le risque chômage, il n'est pas aléatoire. Il est lié aux crises économiques, il est lié à la conjoncture. Et donc le risque chômage n'est pas un risque assurable comme les autres. Dans ces conditions-là, on aurait pu imaginer trois grands systèmes, comme ça existe dans certains pays comme la Belgique, où l'assurance chômage est liée aux organismes mutualistes. On aurait pu dire, bon, on va faire 3 ou 4 caisses en France d'assurance chômage, comme ça ne pèsera pas sur les déficits publics. On a décidé de garder le monopole des partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Par conséquent, le déficit de l'assurance chômage est passé dans les comptes publics. Et donc, par conséquent, on a préparé juridiquement l'étatisation de l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'il y a eu finalement une loi qui a prévu que, sous certaines conditions, c'était l'État qui se substituait aux partenaires sociaux dans la définition des conventions d'assurance chômage. Et c'est ainsi que progressivement, une activité qui était propre aux partenaires sociaux, et donc indépendante de l'État, pour garder son monopole, pour ne pas se moderniser, pour ne pas s'adapter aux termes nouveaux imposés par un traité qu'on avait approuvé par référendum. Pour ne pas s'adapter, on a fait le choix d'étatiser progressivement l'assurance chômage en France, et donc de permettre à Gabriel Attal de dire il y a trop de chômeurs en France, c'est parce qu'ils sont trop bien indemnisés, et donc notre politique de l'emploi va consister à réduire le déficit de l'assurance chômage pour plaire à Maastricht, enfin pour plaire à la Commission européenne, en réduisant partout les conditions d'indemnisation. Démarche qui a été approuvée par le FMI, qui a dit que c'est la meilleure façon de remettre les gens au boulot. Donc voilà comment, par cette logique permanente d'étatisation et par ce refus de s'adapter à la réalité, en disant mais nous, parce que ça fait des années, les partenaires sociaux, le CNR, tout ça est merveilleux, c'est la libération de la France, voilà, qui est un pipeau quand on regarde l'histoire du CNR, ça n'a rien à voir avec ça, mais au nom de cette mythologie politique française, on refuse de s'adapter à la réalité, et donc petit à petit, on organise la disparition du jouet. C'est-à-dire qu'on organise progressivement les termes d'une impossibilité de faire survivre les régimes qu'on a créés. Et donc ça, pour moi, c'est l'illustration de ce qu'est le macronisme
comme synthèse de l'avachissement progressif des Français. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un dit « mais moi j'ai la mythologie du CNR, et donc les partenaires sociaux, etc., pas de concurrence, à bas le marché, la rentabilité c'est horrible, donc on défend un idéal de 45, le monde change autour, mais nous on reste accrochés à nos vieilles lunes, qu'on fantasme très souvent, et petit à petit, eh bien, ça aboutit à de plus en plus de verticalité, c'est-à-dire que ce qui était géré dans cette espèce de corporatisme à la française qui est propre aux partenaires sociaux devient petit à petit une affaire de l'État, et d'en haut on dit paf, maintenant l'indemnisation chômage, ça se passe comme ci, comme ci, comme ça. Ça pose un problème, si vous voulez, c'est-à-dire que le macronisme c'est la quintessence de la verticalité. Ce qui me gêne, c'est que dans les autres projets Front Populaire au Rassemblement National, je ne vois en aucune façon une remise en cause de cette verticalité, de cet autoritarisme jupitérien sur la vie quotidienne des Français. Et donc, j'en tire deux choses, c'est que d'abord, il y a une doctrine, aujourd'hui une offre politique qui s'inspire de la même doctrine de l'intervention autoritaire de l'État pour organiser la société. Et c'est ce modèle qui fait que ça ne marche pas depuis des années. Et deuxièmement, je pense que d'une certaine façon, le macronisme est l'expression la plus forte, la plus pure de cet autoritarisme, de cette verticalité. Et qu'aujourd'hui, ce qui condamne la France, c'est la verticalité. Ce qu'il faut, c'est libérer les Français et leur permettre de s'organiser autrement, sans avoir un préfet, sans avoir un recteur, sans avoir une autorité supérieure, un président de conseil régional qui leur dise ça vous avez le droit de faire, ça vous n'avez pas le droit de faire, ça doit se faire autrement. Ce que je pense, c'est qu'il faut profondément organiser la société autrement, c'est-à-dire qu'il faut la désorganiser, il faut la laisser choisir son ordre spontané. Il faut laisser les solidarités se créer. Je parle souvent des caisses mutualistes du XIXe siècle. C'était les ouvriers qui se mettaient ensemble pour se protéger contre le risque maladie, sans intervention de patron, sans intervention de l'administration. Et à l'époque, redisons-le, sous le Second Empire, les mutualistes étaient persécutés par le pouvoir précisément parce que leur organisation spontanée n'était pas contrôlée par l'État. Et moi, je pense que dans un univers numérique, dans un univers où il y a des réseaux sociaux, des outils en ligne, où il y a de l'intelligence artificielle qui se développe, eh bien cette idée d'un ordre venu d'en haut n'a plus de sens. Il faut laisser les gens s'organiser parce que maintenant ils disposent d'outils faciles pour le faire et il faut en profiter pour inventer un autre modèle de développement. Donc pour en revenir à ma capsule sur le macronisme, donc moi je crois d'abord que les trois offres que nous avons aujourd'hui, elles procèdent de la même logique verticaliste et vous avez compris que ça n'était pas ma tasse de thé. Et je pense que surtout, il faut battre Macron, il faut faire battre Macron, mais sans être dupe de ce qui va se passer après. Et je le redis, je regarde l'heure encore, je le redis, si aujourd'hui nous avons un problème d'insuffisance de l'offre politique, c'est parce que notre société est bloquée et parce que nous sommes au bout d'un processus. Au bout d'une logique historique qui, de mon point de vue, va tomber. Simplement, il faut préparer la suite. La suite, c'est l'ordre spontané. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la machine, cette logique de caste qui consiste à dire il faut qu'une élite organise la société, il ne faut surtout pas les laisser s'organiser eux-mêmes, il faut qu'on s'occupe de tout, de l'école, cette logique verticaliste, cette logique de définition de la société par le haut, eh bien, elle est dominante, elle a infiltré tous les partis de gouvernement et ils vont faire l'expérience dans les mois qui viennent de l'essoufflement de leur vision du monde et du fait qu'on ne peut plus organiser des sociétés numérisées par le haut. Donc mes consignes, battez Macron, mais souvenez-vous que ce qui est en jeu au-delà de Macron, c'est la lutte pour reprendre le contrôle de notre destin. Et donc, c'est la contestation du modèle verticaliste. À bientôt.